avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Anthony Morlet-Lavidali est à nos côtés, économiste chez Rexecode et membre également du cercle de réflexion BSI Economics. Bonsoir Anthony. Bonsoir Grégoire. Michel Martinez nous accompagne, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel. Bonsoir. Et nous accueillons avec grand plaisir, depuis La Réunion, Nicolas Chéron, stratégiste boursier indépendant. Merci de votre visite en métropole, Nicolas, et ravi de vous avoir ce soir avec nous. Ravi également. Nicolas, je commence avec vous. Sur les marchés, effectivement, on est quasiment au terme de ce premier trimestre 2025, assez atypique, il faut le dire quand même, avec un rattrapage assez monstrueux des actifs hors États-Unis, l'Europe en tête peut-être, face à une baisse du marché américain et une baisse conjointe également du dollar. Ça donne un écart effectivement assez impressionnant, même si je le disais depuis quelques semaines, la tendance ou la divergence ou le rattrapage des actions européennes s'est un petit peu atténué. On a vu une correction du marché américain assez rapide, d'une dizaine de pourcents en une quinzaine de séances, et derrière ça, le retail, les investisseurs particuliers qui sont tout de suite revenus à l'achat pour acheter les creux de marché, Nicolas. Qu'est-ce que vous retenez là de ce trimestre sur les marchés ? Je retiens qu'il faut rester diversifié dans ces marchés. Il ne faut pas être forcément investi à 100% sur les États-Unis et sur la tech. Sur de la tech qui peut, en début d'année, en tous les cas, qui était relativement chère, et sur des marchés américains, alors que Donald Trump, de par ses frasques quotidiennes presque, peut en fait faire vaciller très rapidement un secteur, voire même un indice. Et on le sait, le Nasdaq est particulièrement sensible au risque, donc qui dit aversion au risque, dit correction relativement rapide. On a perdu 14% en l'espace effectivement d'un mois, donc ça a violenté un petit peu les investisseurs, mais ils sont rapidement revenus sur le marché. Ce qu'on peut noter, c'est le retour en force de la Chine et de l'Europe. Ouais. Donc c'est d'où l'importance, encore une fois, de cette diversification. Si on regarde sur la Chine, c'est un rebond qui continue, puisqu'en fait, ça fait maintenant 6 mois qu'on a fait un gros creux sur le marché chinois, avec un gouvernement qui, comme d'habitude, veut maintenir sa croissance, qui est prêt à lancer des plans, plus récemment un plan sur la consommation. Et donc, on a un rebond du marché chinois qui perdure. Sur l'Europe, on avait un consensus anti-Europe qui était extrême. C'est-à-dire que... c'était devenu ininvestissable. Voilà. Pour des investisseurs globaux. Pour vous dire à quel point c'était énorme, en début janvier, j'ai fait un sondage sur les réseaux où j'ai eu plus de 5000 personnes qui ont voté. Est-ce que le CAC 40 peut surperformer le S&P 500 en 2025 ? 80% des gens pensaient que non. Oui. Donc, les marchés adorent prendre à contre-pied les consensus extrêmes. Du coup, on a eu un retour des gestions. En janvier, on a eu des flux records, des flux entrants records sur l'Europe. Et je pense que les opérateurs se sont dit, voilà, on a des marchés américains qui sont très chers, on a un manque de visibilité, mais on a des marchés chinois et des marchés européens qui, pour de très nombreuses raisons, pourraient reprendre un petit peu de hauteur. Donc, on a assisté en fait à un système de vase communicant. Si on regarde ce trimestre en fait sur la bourse mondiale, il n'y a pas eu de changement majeur, si ce n'est des flux qui sortent des États-Unis et puis qui se réinvestissent sur une Chine et une Europe qui étaient beaucoup moins chères en termes de PER. Ouais. Et puis il y avait bien évidemment d'autres thématiques que l'on jouait sur l'Europe, des apaisements, d'éventuels cessez-le-feu, ensuite des plans pour la défense, des relances budgétaires, l'Allemagne qui réouvre les vannes. Donc voilà, tous ces points-là ont créé cela. Si on revient sur la correction américaine, perdre 10% sur un indice américain... C'est la vie normale des marchés. C'est la vie des marchés. Oui. Mais peut-être que les investisseurs qui sont rentrés ces derniers trimestres s'étaient un peu habitués à un marché qui monte tout droit. Ouais. On a quand même fait plus de 20% de performance ces 2 dernières années, 2023-2024. Donc voilà, pour l'instant, c'est un simple secouage de cocotier, si je puis dire. On est revenu sur des supports majeurs. On a, comme d'habitude, quand on passe les moins 10%, vous savez, les émissions à la télé, notamment aux États-Unis, les marchés sont dans le tourment, etc. On a eu des indicateurs comme le Fear and Greed Index, l'indice de la peur et de l'avidité, qui avait atteint une peur extrême. Les enquêtes au niveau des investisseurs, l'enquête AAI, pareil, qui montrait qu'on était dans un pessimisme exacerbé. Ce qui me marque juste sur ces indicateurs de sentiment de marché auprès du retail américain notamment, c'est que j'ai bien suivi la séquence.
Le S&P n'avait même pas baissé de 10%. Simplement, une baisse de 5% du S&P par rapport à son sommet, qui a dû être marqué mi-février, je crois, a déclenché une peur extrême dans ces indicateurs. 5% de baisse. Et on voit le baromètre s'inverser complètement pour passer en peur extrême. Ouais. Tout le monde paniquait et c'est à ce moment-là, quand on atteint des indicateurs de panique au niveau du retail, qu'on a un creux de marché qui se forme et puis le marché qui d'un coup se rebondit depuis quelques séances. Et comme vous l'avez dit, l'écart de performance entre les États-Unis et l'Europe commence à se calmer. Voilà, on a atteint un paroxysme à 17 points de performance d'écart entre le Nasdaq et le CAC 40. C'est en train de se resserrer, on est à 13%. On a beaucoup des valeurs des Magnificent Seven qui sont revenus sur des gros supports et qui ont bien réagi. Là, on a eu des corrections de 20, 25, 30% sur ce groupe de valeurs. Ça a été violent. Mais il faut dire que voilà, on était dans une phase haussière de 2 ans et demi qui était continuelle et un peu euphorique. Donc voilà, on a tout simplement... Et que dit le stratégiste à ce stade, Nicolas? Le marché est un peu nettoyé, c'est un peu plus sain. Est-ce qu'il faut déjà se dire que c'est un bon moment et un bon point d'entrée pour réinvestir aux États-Unis, notamment sur une partie du marché qui a beaucoup baissé, les Mag 7, ou est-ce que le risque est encore plutôt un risque à la baisse sur ce marché américain à ce stade? Alors c'est compliqué à quelques jours du 2, du 2 avril. Ouais. Je dirais que pour ceux qui sont habitués au marché américain et qui apprécient ces valeurs, les cours atteints la semaine dernière étaient des points d'entrée tactiques intéressants qu'il ne faudrait pas casser. Voilà, sous lesquels en fait on passerait plutôt d'un marché de peur à un marché de panique et où il y aurait peut-être un changement d'ambiance générale. Pour l'instant, c'est un point bas de court terme, à savoir si le rebond technique que l'on fait depuis quelques séances va perdurer ou non. C'est difficile à dire de par ce manque de visibilité qu'on a, notamment par rapport à Mr. Trump qui va continuer de secouer un petit peu. Bon, on va parler du 2 avril, mais je voulais qu'on parle de l'Europe d'abord avec vous, les deux économistes présents autour de cette table, Michel Martinez. On ne s'est pas vu depuis que le monde a changé, enfin en tout cas que l'Allemagne a changé de visage. Je voulais bien avoir quelques commentaires de votre part sur effectivement ce virage budgétaire historique qu'on a déjà beaucoup décrit depuis bientôt 3 semaines maintenant, mais est-ce qu'on arrive à mettre quelques chiffres sur ce que cette expansion budgétaire inédite en Allemagne depuis l'après-guerre peut générer en termes de croissance, de potentiel pour l'Allemagne? Et puis, est-ce que c'est aussi un choc positif pour le reste de l'Europe? Oui, alors on est obligé de mettre des chiffres, c'est un peu notre métier. C'est le métier. Ouais, je pense que le message, c'est que l'Allemagne va sortir de récession. Alors la croissance cette année, elle sera encore probablement faible, inférieure à 1%, mais qu'après, pour les années qui suivent, il y a des chances qu'elle soit significativement au-dessus de 1%, et donc nettement au-dessus de son potentiel de croissance. Avec des secteurs où il y aura un peu de surchauffe, des tensions. Et donc oui, ça nous a amené à relever nos prévisions d'inflation en Allemagne de 0,2, 0,3 points plutôt à partir de 2027. Mm-hmm. Et pour l'Europe, ce qui se passe en Allemagne, plus les intentions de remonter les dépenses de défense, ça nous amène aussi à relever, on va dire, de dixième de points de croissance. Et même tableau avec l'idée que l'Europe, la zone euro, va être aussi en zone de croissance au-dessus du potentiel et donc de tension sur le marché du travail. Ouais. C'est ça l'idée. L'idée aussi que les déficits publics en Europe vont rester élevés autour de 3%, légèrement supérieurs à 3%. Oui. C'est un peu ça nos vues. Et donc, alors ce seront toujours des taux de croissance significativement inférieurs à ceux des États-Unis, mais ils nous semblent au-dessus du potentiel de croissance. Donc ça veut dire que du point de vue du banquier, de la Banque centrale, l'inflation, elle va baisser, elle va rester vers 2%, même peut-être en dessous cette année et début d'année prochaine. Mais après, les effets dont on vient de parler pourront commencer à mordre. Et l'inflation sous-jacente pourra rebondir. Donc peut-être un peu de prudence à ne pas baisser les taux trop bas. Nous, on dit qu'ils vont s'arrêter en avril à 2,25. Peut-être qu'ils pourront les baisser à 2, mais on a du mal à envisager qu'ils les baissent en dessous et très en dessous de 2.
Ne pas les baisser trop bas, comme vous dites, ça présente l'avantage de ne pas être obligé de les remonter trop fortement à horizon 2027, par exemple. Ça, c'est un chemin. Non, mais il y a aussi le chemin de se dire, c'est peut-être le moment de les baisser un peu plus bas que 2%, quitte effectivement, une fois que les effets se matérialiseront, les remonter, pourquoi pas, de quelques crans. On a commencé à en parler, on va continuer à en parler. Il y a beaucoup de sources d'incertitude. On voit bien qu'il y avait beaucoup de pessimistes sur l'Europe, alors que fondamentalement, il y avait quand même des raisons, avant même toute cette séquence, d'espérer que la croissance rebondisse en Europe, un peu naturellement, et en particulier la solidité du secteur privé en Europe, et donc le rebond ou la stabilisation du marché immobilier, de la construction. Et donc, si vous cumulez tous ces facteurs, peut-être que là, on est obligé de mettre des chiffres, mais il faut être très humble. Tous ces chiffres vont changer beaucoup dans les prochaines semaines, prochains mois, au fur et à mesure qu'on en saura un peu plus. Et les risques, ils ne sont pas forcément que l'Europe reste collée en récession. Le risque, c'est que le rebond soit plus fort que les premiers chiffres que tout le monde est en train de mettre sur la table. Est-ce qu'il faudra attendre 2026, 2027 pour voir les fruits de cette expansion budgétaire en Allemagne ? Je rappelle, pour l'instant, on a un plan sur 10-12 ans avec de l'infrastructure, la montée en puissance des budgets de défense. Il y a encore un budget. Friedrich Merz va prendre là aujourd'hui son statut de chancelier, j'allais dire, de plein droit. Première des missions, c'est de faire un budget pour 2025 en Allemagne. Et ce budget, est-ce qu'il peut déjà être un budget de soutien à la croissance et à l'économie allemande, en plus de ce qui a été annoncé ? Certainement, c'est possible. Il faut que tous les partis se mettent d'accord, mais bon, il y a une tradition de consensus. Oui, on peut envisager un point de relance budgétaire rien que pour 2025. De la pure relance budgétaire. Hausse des dépenses, quelques dépenses, mais plutôt dépenses sociales. Oui, pour la conso, quoi. Baisse d'impôts, hausse du salaire minimum, des choses comme ça. D'accord. Il y a l'enveloppe, en tout cas, de faire environ un point de PIB. Ce qui n'est pas négligeable, oui. Non, effectivement, pour une économie qui n'a pas bougé depuis 5 ans, quoi. C'est ça. Alors, pour être contrariant, je partage le diagnostic. L'économie n'est pas une science exacte. Mais je partage complètement le diagnostic. Conjoncturellement, ça va mieux. Puis surtout, les annonces font du bien parce qu'on sort d'un moment où, effectivement, on shortait l'Europe massivement. Peut-être quelques points de vigilance. C'est d'une part, il va falloir que l'Allemagne décaisse effectivement. On sait que l'Allemagne adore annoncer surtout des fonds très importants à capacité maximale, mais après, il va falloir que ça soit effectivement décaissé. Et il faut distinguer les commandes, je pense notamment à la défense, versus la production. C'est la production qui fait du PIB, ce ne sont pas les commandes. Ce ne sont pas les commandes. Et donc, le point, c'est de dire qu'il va falloir aussi augmenter les capacités de production, mais c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, pour que ça se traduise vraiment dans une hausse effective de la production. Et deux autres pays qui pourraient être amenés à ralentir, parce qu'on parle quand on parle des 4 grands de la zone euro, donc Allemagne et France, ça devrait quand même aller mieux à partir de 2026-2027. Mais on a une Espagne qui pourrait quand même ralentir après avoir été quand même un peu stratosphérique sur ses rythmes de croissance. Donc ça pourrait atterrir. Et puis l'Italie, qu'on va quand même débrancher notamment du plan Next Gen EU, qui était... où la croissance était bien dopée par le super bonus. Là, ça pourrait ralentir aussi plus fortement qu'attendu. Donc, probablement, effectivement, des rythmes de croissance dans la zone euro plus élevés que ce qu'on a connu. En même temps, c'est pas très difficile. Mais pour autant, est-ce que vraiment on va vers des rythmes très soutenus ? Bon, je pense qu'il faut être toujours prudent. Il y a toujours des risques. On parle de 1% et plus de croissance. Voilà. Alors après, bien sûr. Tu mentionnais Italie et Espagne. Ça, c'est vrai, ils vont ralentir. Mais il y a une chose qui m'avait frappé, c'est les autres pays, hors les 4 gros, qui ont connu une récession 2022-2023. Je crois que c'était une première depuis la grande crise financière. C'est des pays qui ont un taux de croissance potentiel, naturel, beaucoup plus élevé, entre 1,5 et 2. Et ces pays, ils sont en train de rebondir. Ils vont revenir à leur croissance potentielle. Ils sont déjà en train de rebondir très fort, parce que l'inflation très forte à 2 chiffres, à 20%, 15-20%, les avait frappés, mis en récession. Et là, 2022-2023, et là, depuis le second semestre 2024, ils rebondissent très fort parce que la consommation rebondit. C'est la désinflation. Et ça va rester. Ça va continuer. Il y a des effets de retard. Donc, il y a quand même plusieurs moteurs potentiels. Moi, l'idée, c'est
la tendance, elle est plutôt à la révision à la hausse des prévisions de croissance. Je crois que tout le monde peut. Je vois personne qui va les réviser. Ça paraît assez consensuel. Voilà, consensuel. Et probablement avec des taux de croissance qui vont tendre le marché du travail. Et les risques, ils sont à la hausse et à la baisse. Ouais. Et on ne sait pas bien, il faudra attendre d'en savoir plus. Ah ouais. Bon, on reviendra sur le marché du travail, Michel, mais Anthony, pour vous repasser la parole, le rendement économique de stratégie d'augmentation des dépenses de défense, en l'occurrence, puisqu'on est dans cette urgence-là aujourd'hui et que chacun promet qu'il fera plus en matière de dépenses de défense, quel type de rendement on peut attendre ? Alors on a fait ce travail sur la France en publiant une note en début de semaine. On a regardé la littérature qui est assez foisonnante en fait sur les 10 multiplicateurs. L'INSEE aussi fait des travaux assez intéressants. On se rend compte que les multiplicateurs peuvent être élevés. Il y a 3 conditions à ça. Il faut plutôt un pays développé, c'est-à-dire parce que les pays en développement ont souvent déjà des niveaux de dépenses militaires très élevés. Justement avoir un niveau de départ de dépenses militaires plutôt faible, c'est-à-dire plutôt sous les 3%, et avoir une industrie locale développée. Ça paraît logique, sinon on achète beaucoup à l'extérieur. Et la France coche un peu toutes les cases. Donc c'est vrai que quand on regarde la France, on se dit investir dans le militaire, c'est probablement une des industries qui peut provoquer le plus d'effets d'entraînement. Alors évidemment, on parle de quelques milliards et c'est pas non plus de plusieurs points de PIB, mais ça pourrait avoir des effets d'entraînement importants et surtout... C'est pas le tourisme. Bien sûr, et puis solliciter aussi des sous-traitants ou des industries amont qui sont en difficulté aujourd'hui. On pense à la plasturgie, on pense à la chimie, à la métallurgie, toutes ces industries qui manquent de débouchés et qui ont des grandes difficultés et qui sont locales. Et bien sûr, qui sont locales. Qui pourraient trouver un débouché en France, notamment dans la défense. Pour ça, il faut assurer par contre des commandes de long terme. C'est-à-dire pour que je change ma production et que je me mette à approvisionner le secteur de la défense, il faut que j'ai de la visibilité à horizon 10 ans. Donc ça, c'est le rôle du gouvernement de garantir vraiment une montée en puissance progressive, assurée. Et là aussi, investir durablement dans des capacités de production. C'est pas le tout de délivrer de la commande. Il faut absolument accroître les capacités de production. Mais on peut trouver... Alors, je comprends. Enfin, j'ose espérer qu'effectivement, ça fait partie du plan d'augmenter, alors ce qu'ils appellent la base industrielle et technologique, les capacités de production. Mais est-ce que dans l'intervalle, en attendant de construire de nouveaux sites de production, on peut imaginer un réappariement de certaines industries vers la défense? J'entends en Allemagne un groupe comme Volkswagen qui nous dit nous on l'a fait, on peut très bien le refaire demain. On peut très bien mettre des chaînes de production qui servent moins d'ailleurs pour faire des voitures peut-être aujourd'hui, les retourner vers de l'industrie de défense et de l'industrie militaire. Ça fait partie des solutions d'essayer de regarder peut-être des endroits où les taux d'utilisation des capacités sont très faibles et pas rentables pour les réallouer justement dans des secteurs, parce que la défense c'est un secteur où le taux d'utilisation des capacités actuellement dépasse 90%. Donc on bute sur des contraintes d'offres, il n'y a pas de contraintes de demande en fait. Alors qu'à l'inverse, dans l'industrie manufacturière, dans l'ensemble de la France, on est plutôt sous les 80 de taux d'utilisation actuellement, ce qui est plutôt faible historiquement. Donc il y a effectivement un enjeu d'arriver à réallouer, mais c'est pas évident. C'est-à-dire que le secteur automobile a su bien le faire par le passé. C'est moins évident pour les chaînes industrielles amont d'arriver à faire la bonne production qui est demandée, à s'imbriquer dans la chaîne de valeur. Mais il est certain que pour avoir une production qui augmente durablement, il va falloir des chaînes de valeur plus résiliente. Ça, on a bien vu que c'est ce qui a coincé Airbus, c'est ce qui a coincé Dassault, c'est le fait d'être capable d'être approvisionné en temps et en heure pour bien suivre les ventes, les délais de livraison qui avaient été fixés initialement au début d'année. Donc là, il y a un vrai enjeu de ce point de vue. Oui, non, mais tout est encore à faire. Bien sûr, mais on y croit et c'est quand même une très bonne nouvelle. Merci de le rappeler. Nicolas, sur les marchés européens, alors moi j'ai souvent comparé Rheinmetall à Nvidia en disant que Rheinmetall était notre Nvidia européen en termes de PE, en termes de trajectoire. On a pu voir quelques similitudes. Ce secteur de la défense, alors... on en parle beaucoup et en même temps, c'est un petit secteur boursier, ce sont des petites valeurs, c'est quand même plusieurs dizaines de milliards de capitalisation boursière, mais ça reste un segment assez peu profond, si je puis dire. Boursièrement, où est-ce qu'on en est là? On est sur un carton plein. Rheinmetall a littéralement explosé ces dernières années. C'est vrai que quand on regarde la courbe, c'est stratosphérique. C'est encore plus haussier qu'une crypto-monnaie. Sur Thales, me semble-t-il, on est sur une hausse de plus de 80 ou 90% depuis le 1er janvier. Ah, c'est possible, oui. Rheinmetall a doublé. C'est des mouvements extrêmement puissants, soutenus par l'actualité. Il y a de plus en plus de particuliers qui s'intéressent au secteur. On en parle de plus en plus.
Alors, je dirais qu'avec ce que vous venez de dire sur le développement derrière des sous-traitants et des sociétés moyennes, maintenant, on voit les particuliers essayer de chercher quels seront justement ces fameux sous-traitants, ces petites pépites, small cap ou mid cap cotées. Et ça, c'est pour moi l'espoir d'une deuxième vague pour les stock pickers, d'aller chercher de la performance sur des dossiers un peu oubliés ces dernières années et sur lesquels pourrait y avoir des effets de rattrapage. Sur les grosses valeurs, la question que je me pose, c'est, même si on a ce méga trend qui est lancé par les annonces européennes, c'est quid de l'impact de négociations et d'un cessez-le-feu avéré, en fait. Que se passerait-il sur ce secteur qui, à très court terme, me fait penser parfois un peu à ce qui peut se passer sur la tech, donc par un effet de mode, un effet de hype, avec une surmédiatisation, des volumes très importants et énormément de particuliers qui rentrent sur des PE élevés, avec une hausse stratosphérique qui vient de se faire. La hype, comme vous dites, c'est ça. Moi, j'ai connu des gérants, il y a encore très peu de temps, qui avaient des valeurs de défense, mais qui ne le disaient pas, qui ne voulaient pas le dire. On n'affichait pas qu'on avait des valeurs de défense. Non seulement aujourd'hui on en parle, mais on le proclame. Ce qu'il y a, c'est qu'on a eu, mine de rien, quand on regarde les gros dossiers en tous les cas, 2 ans de hausse construite. Ouais. Et là, c'est la réalisation de leur scénario. Ça. Donc maintenant, effectivement, ils disent, oui, on en avait en portefeuille, on en a bien profité. Donc il y a un risque de quoi? Vendre un peu la nouvelle, c'est ça, un moment, sur si c'est une logique de marché qui fonctionne? Je me demande justement, dans cette hausse, quelle est la part de l'effet de mode qui, lui, peut complètement disparaître sur un effet d'annonce et un cessez-le-feu avéré. Alors on a vu des discussions ont commencé à se faire, mais il n'y a rien eu de concluant pour l'instant. Mais si du jour au lendemain, on a vraiment un arrêt du conflit, je pense qu'il peut y avoir des prises de bénéfices un petit peu appuyées sur le secteur. Alors certains diront, c'est très bien, ça nous permettra d'en acheter plus bas, d'en acheter moins cher, puisqu'on est parti sur un méga trend de 5 ou 10 ans. Mais à très court terme, j'aurais tendance à faire attention à ces grosses valeurs très chères, et j'aurais tendance, pour ceux qui ont le temps et l'envie, justement, à aller faire peut-être de la recherche sur quels sont les sous-traitants qui pourraient profiter si, encore une fois, on leur donnait de la visibilité, et ça, ce sera la clé pour ces Non, mais ça fait partie de la discussion, effectivement, en cas de cessez-le-feu durable entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que ça ne fait pas retomber un peu la pression, justement, sur le besoin ou l'idée qu'il faut augmenter les dépenses de défense et les dépenses militaires pour certains pays qui peut-être n'en auraient pas forcément les moyens, qui se sentiraient un peu éloignés aussi de ce conflit, etc. Enfin, il y aura un vrai test, j'imagine, à un moment de ce point de vue-là. Et surtout, il y a 2 points, me semble-t-il. C'est que même si un cessez-le-feu, il n'y aura pas de retrait des troupes russes très probablement proches de la frontière, donc la pression va rester maximale quand bien même il n'y a plus de conflit armé à proprement dit. Et ce qui fait qu'on veut se réarmer en Europe, c'est surtout l'effet Trump. C'est se dire que le meilleur allié, le parapluie, a disparu. Donc, ça, c'est même en cas de cessez-le-feu, en quelque sorte, il va quand même falloir sérieusement se réarmer. On a bien vu que Trump pouvait aller très loin en parlant du fait que les F-35, s'il voulait, il pouvait faire en sorte qu'ils ne volent pas. Donc ça génère des vrais problèmes, et on voit même des partenaires un peu historiques comme le Portugal, le Canada ou autres revenir, même se tourner vers la France pour se réarmer. Donc je pense que dans cette dynamique-là, il y a quand même quelque chose de très profondément durable. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça m'étonnerait, très honnêtement. On s'est rendu compte de la dépendance beaucoup trop grande qu'on avait vis-à-vis des États-Unis. Dans le cas des Pays-Bas, c'est 97% de l'armement qui est acheté aux US. Enfin, c'est démentiel. Michel. Oui, je fais écho à ce qui vient d'être dit. C'est que là, on parle d'un cessez-le-feu pour éliminer toutes les craintes. Il faudrait que le régime en Russie tombe. Disparaisse. Sinon, tant qu'il sera là, il y aura toujours des craintes d'aller un cran plus loin. Donc ça, je crois que c'est une crainte qui perdure. Et puis l'argument, effectivement, du parapluie, l'OTAN, il y a cet argument. Et puis là, l'argument, on essaie tous de comprendre ce à quoi va venir l'administration de Trump. On a tous lu les papiers de Stephen Bannon. Donc c'est clair, il faut que le reste du monde paye la défense et la sécurité. Ça fait partie des objectifs, c'est pas que les États-Unis. Donc quand on combine l'ensemble des arguments, je pense que la tendance, ça y est, elle va... Il y a un vrai coût, il y a un vrai bénéfice pour l'Europe à perdurer, à poursuivre dans cette stratégie. Voilà, et puis
L'Europe, elle dépense aujourd'hui 2 points de PIB en défense. Sur ces 2 points de PIB, il y en a 0,6 en équipement et on n'en produit qu'un tiers, à peu près. D'accord. Donc on en importe 2 tiers. Donc la production, c'est 0,2 points de PIB, à peu près. Et donc on voit, honnêtement, on peut doubler ou tripler facile. Oui. Je pense que le scénario très conservateur, c'est un doublement des capacités de production d'ici 3-4 ans. C'est très conservateur, ça. Mais ça ferait que 0,2 points de PIB. Mais on peut aller plus loin. Donc non, je pense que la tendance, elle est bien inscrite. Et puis on parle d'ordre de grandeur qui ne sont pas infaisables, qui ne sont pas complètement irréalistes. Voilà, doubler la production, c'est pas... Non, partant de 0,2, oui, effectivement. Voilà, c'est pas énorme. C'est à notre hauteur. Surtout qu'il faut réarmer l'Europe, mais il faut livrer aussi tous les autres pays qui font moins confiance désormais aux États-Unis. On pense à l'Inde ou d'autres, donc ça veut aussi... Et la France est exportateur de défense. Tout à fait, donc ça veut dire s'il en est. Soi-même et probablement équiper des alliés. Un angle mort du potentiel cessez-le-feu ou de l'embryon de cessez-le-feu potentiel entre la Russie et l'Ukraine, c'est ce qui concerne le marché du travail en Europe, Michel. Oui. C'est quoi l'enjeu et c'est quoi les termes de l'équation entre le cessez-le-feu potentiel entre la Russie et l'Ukraine et nos marchés du travail en Europe? Donc, voilà. De ce qui se passe en Ukraine, Russie, il y a beaucoup de dimensions qui peuvent impacter les perspectives. La défense, l'énergie. Mais alors le marché du travail il est peut-être moins connu, mais peut-être vous donner des ordres de grandeur. La population en âge de travailler, donc la force de travail en Europe, depuis la guerre en Ukraine, depuis 2022, elle a augmenté de 0,6% en cumulé. Ouais. Sur ces 0,6%, il y a eu une contribution de 1% venant de l'Ukraine. Donc s'il n'y avait pas eu les flux ukrainiens, on peut se dire qu'au lieu d'augmenter de 0,6, elle aurait baissé de 0,4. C'est très significatif. C'est dingue. Ça change l'histoire. Voilà. Et nous, alors, on a fait quelques calculs de Quanta. On se dit, au lieu d'avoir un taux de chômage à 6,2, il serait peut-être entre 5,5 et 5,7 aujourd'hui. Alors c'est juste pour... Ça rappelle juste, en fait, à quel point l'Europe a une démographie déclinante et dépendante des flux migratoires. Et là, ça a été les flux ukrainiens. Donc on voit bien... Qui sont venus fluidifier notre marché du travail. Oui. Alors ils ont un taux d'emploi qui est inférieur à la population native, mais quand même. Et après, on voit bien en termes de scénario, si c'était un cessez-le-feu, une vraie paix, on pourrait avoir le phénomène inverse, et donc le taux de chômage qui baisse beaucoup. Et puis si au contraire, tout tombe... Le domino tombe, mais après, il peut y avoir d'autres... Des flux encore supérieurs qui viendraient chez nous. Qui peuvent être potentiellement massifs, oui. Ah oui, donc c'est vraiment très ambivalent. Enfin, c'est très ambivalent. Oui, c'est ça. Et auquel cas, on aura un chômage qui monterait. Et donc, on voit bien, en termes de perspective pour la Banque centrale et l'inflation, ce qui se passe va se passer en Ukraine ne sera pas neutre. Ouais, non, effectivement, on ne pas être neutre. Bien sûr, quel que soit ça change par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Que ce soit un vrai cessez-le-feu ou un cessez-le-feu de façade qui s'effondre, c'est important effectivement pour l'histoire du marché du travail Alors, c'est plus en Europe. Cessez-le-feu, c'est une perspective de paix, quoi, qui font une possibilité de retour. Voilà, une possibilité de retour. Restons dans l'idée de l'incertitude, avec en plus évidemment le 2 avril qui approche. On est au pic de l'incertitude un peu générale aujourd'hui, Michel. Il y a plein de modèles pour ça. Je sais que les économistes adorent tout modéliser, donc on modélise l'incertitude. Mais est-ce qu'on peut imaginer quand même une forme de pic d'incertitude vu le démarrage en trombe du mandat de Trump? Je ne mettrai pas ma main à couper. En particulier, alors si on regarde tous les indicateurs d'incertitude mondiaux sur le commerce, on est monté très haut, c'est impressionnant. Si on regarde les mêmes mesures dans quelques pays en Europe aussi, c'est aussi impressionnant. France, Allemagne, Royaume-Uni. Alors même si en Allemagne, ça commence à redescendre. En Allemagne, ça a été x10. Les mesures d'incertitude entre il y a 3 ans et aujourd'hui, c'est x10. Donc c'est impressionnant. Donc j'aurais plutôt tendance à dire ça ne peut que baisser, surtout avec la stabilité, la perspective, stabilité politique retrouvée en Allemagne, surtout si en plus on a des flux de nouvelles venant de l'Ukraine qui encouragent un peu moins les peurs. Maintenant, il y a une chose qui me fait être très vigilant, c'est la guerre commerciale.
On aura là, donc on verra la semaine prochaine, mais même après la semaine prochaine, on sait qu'il y aura d'autres vagues et des choses. Et là, il me semble que le marché anticipe très peu de hausse des tarifs. Quand on regardait l'inflation à dans un an aux États-Unis, c'est 2,3. 2,3, c'est grosso modo, vous avez regardé la tendance de l'inflation, vous la prolongez telle qu'elle est, sans rien faire, vous arrivez grosso modo dans ces ordres de grandeur. Donc ça veut dire que le marché, et pareil, si vous regardez les devises, le yuan, etc., le marché price très peu de choses aujourd'hui. Le marché prend plus Trump au sérieux sur ce sujet. Bon, c'est vrai que la séquence qu'on a eue depuis 60-70 jours, ça a commencé avec la Colombie où en 24 heures tout change, Mexique, Canada, et puis finalement tout ce qui est intégré dans l'accord de libre-échége est sorti, etc. Il y a quasiment exactement. Et très peu sur la Chine. Et très peu sur la Chine, qui est censée être l'ennemi séculaire. Sur la Chine, mais très peu et un peu acier aluminium 25%, mais effectivement sur le Mexique, il n'y a rien, parce qu'en fait, tout ce qui est concerné par les traités commerciaux sont sortis. Et donc le marché pense que ça va se passer comme ça à chaque fois. Voilà, je pense que c'est ça. Donc le risque, il semble quand même asymétrique. On peut très bien, s'il y a des choses concrètes, sachant que le marché price très peu, ça ne peut aller que dans un sens. C'est un marché qui reste vulnérable. Alors vous le disiez tout à l'heure à Trump, mais des annonces un peu plus dures, un peu plus pérennes, peut-être aussi sur les tarifs que ce qu'on a eu jusqu'à présent. C'est quelque chose qui peut déstabiliser. Le marché s'est un peu relâché sur cette idée, Nicolas ? Ça peut déstabiliser des marchés qui restent chers, parce que le Dow Jones est à 0 depuis le début de l'année. Après 2 années magnifiques. Nasdaq, pareil, on perd 3% depuis le début de l'année. Pour l'instant, on s'est fait une petite frayeur, mais on a l'impression que la situation se stabilise et que tout va bien. Mais on a aussi pu voir dans cette séquence à quel point... Alors, je me demande là-dedans la part aussi des options, des produits effets de levier, de tout ce qui peut, comme ça, exacerber la volatilité. On l'a vu en l'espace de quelques séances, en fait, le marché peut complètement changer d'ambiance. Et quand on ouvre des graphiques de très long terme et qu'on prend du recul sur les dernières années, on se dit qu'un marché qui perdrait 15 à 20% et qui ferait une véritable correction plus profonde, si justement des annonces plus sévères étaient mises en place, pour de vrai, cette fois, c'est ça, serait possible. Donc, autant je trouve encore qu'il y a des raisons de s'intéresser à la Chine, à l'Europe et à ne pas être surpondéré sur les États-Unis. Et je pense qu'il faut rester comme ça et qu'il faut rester vigilant dans les semaines, dans les mois qui viennent par rapport à cette volatilité de Trump, de ses annonces et des risques que ça peut avoir. Parce que c'est le marché américain qui en souffre en premier lieu. Ah bah là oui, concrètement. On l'a vu, l'Europe n'a pas bronché. Le CAC 40 est au même prix qu'il y a un mois. Le Nasdaq, lui, souffre encore. Et voilà, il y a énormément, encore une fois, de volumes, de particuliers, d'ETF, d'options qui font que tant qu'on buy the dip, tant qu'on achète les replis, que tout le monde se replace et que ça repart, tout va bien. Mais si à un moment donné, il y a un trou d'air, une absence d'opérateurs, on l'a vu. On a eu quand même des séances sur le Nasdaq à moins 4, moins 4,5%. Ça faisait longtemps. Il y a un vrai sujet de liquidité sur le marché action américain, la liquidité d'un contrat futur sur le S&P 500, qui est peut-être un des contrats les plus tradés au monde, les plus liquides au monde. Cette liquidité est au plus bas depuis 2 ans. Un calcul Deutsche Bank qui a été publié. Et ça, ça transparaît aussi dans les mouvements qu'on a vus sur les matières premières. Sur l'or, qui cartonne et qui prend 50% sur les 2 dernières années. Et j'ai la vague impression ici aussi que, dans cette optique encore de diversification, c'est le point avec lequel j'ai commencé cette discussion, il y a des opérateurs qui se diversifient sur les matières premières, sur l'or, mais on a vu l'argent suivre également, on a vu la tonne de cuivre battre des records, alors pour de multiples raisons, notamment les droits de douane. Mais on sent bien que, les métaux, ça rassure, quoi. Ouais, les métaux, ça rassure. Et pour un investisseur particulier, avec la facilité avec laquelle aujourd'hui on peut intervenir sur toutes les places de marché et sur toutes les classes d'actifs,
avoir des actions, des ETF de l'Europe, des métaux, me semble quelque chose d'assez complet et on dort un petit peu mieux, je pense, qu'en C'était étant un peu tout terrain, quoi. full Nasdaq. Ouais, c'est ça, Ouais. tout terrain, 4-4 pour affronter le 2 avril. Bon, bah justement, sur le 2 avril, c'est le début d'une nouvelle vague d'incertitude, ou est-ce qu'au contraire, ça fait baisser l'incertitude, Anthony ? Par définition, ça va faire baisser l'incertitude puisqu'on va être fixé. Donc en quelque sorte, mais on peut troquer de l'incertitude par un scénario du pire. Et c'est un peu ça qui peut se passer malheureusement et qui n'est probablement pas pricé correctement par les marchés. Il faut avoir en tête que les droits de douane réciproques, ça peut être très violent. C'est-à-dire qu'il n'est pas faux de dire que la plupart des pays, notamment émergents, placent des droits de douane beaucoup plus élevés sur les États-Unis que les États-Unis ne le font sur les importations de ces biens importés de pays émergents. Donc il faut être très prudent, c'est que si Trump va vraiment au bout de ce qui avait été annoncé initialement, très dangereux. Pour des pays comme l'Inde, etc., ça peut être le très violent. Brésil, D'accord. la liste est longue. C'est moins vrai de la Chine et de l'UE qui sont un peu plus raccords, mais quand même. Et là, l'administration est en train de parler d'un Dirty 15 de 15 pays sur lesquels elle pourrait finalement jeter son dévolu. Donc ça pourrait... 15% des pays, oui, c'est ça. Voilà, exactement. Il me semble qu'il y a un peu deux points. C'est que si on pénalise tous les pays par des droits de douane, là, ça devient très dangereux pour le commerce international. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a plus de contournement possible. Ce qui a sauvé le commerce international jusque-là, c'est quand même les effets de contournement. On mesurait quand même mal, et je mets tous les économistes un peu dans, on ne s'est pas rendu compte à quel point il y avait une plasticité du commerce international, à quel point les pays étaient en capacité de dérouter des produits, les faire passer par des pays tiers, des pays assembleurs. Et ça a été une résilience incroyable. Si vraiment il y a une pénalité de la plupart des pays, de tous les importateurs en fait, aux États-Unis, enfin des pays auxquels les États-Unis achètent, là ça pourrait être quand même très violent, me semble-t-il. Autre point, c'est quand même que Trump a fait peur à Wall Street. Maintenant, c'est un peu Main Street qui commence à prendre peur. On le voit bien dans tous les climats des affaires. On se pose vraiment des questions sur la tonalité que ça pourrait prendre. Et le dernier point, c'est est-ce que vraiment une stratégie de réindustrialisation est pertinente aux États-Unis ? Pour moi, la réponse est non. Il n'y a plus de gain de productivité aux États-Unis depuis 2011 dans l'industrie. Sur l'industrie. Dans l'industrie. Et il se passe un phénomène classique en économie qu'on appelle la maladie des coûts, c'est que comme les salaires augmentent beaucoup dans les secteurs très productifs, notamment la tech, ça tire les salaires de l'industrie et donc le coût salarial unitaire de l'industrie en l'absence de productivité explose. Donc vous avez une industrie américaine qui n'est absolument pas compétitive à l'international. Donc pour alimenter le marché intérieur, pourquoi pas, mais c'est une industrie qui ne peut pas exporter parce qu'elle n'est pas compétitive. Donc rééquilibrer le commerce international par plus d'industries américaines, c'est quand même un peu un vœu pieux. Ouais. Bon, il y a toutes ces incompatibilités dans la stratégie et les dogmes édictés par Stéphane Miron et d'autres. Alors là, on se focalise sur le 2 avril. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit la fin du jeu. Hein. Ouais, c'est juste une étape. Et l'incertitude, je ne pense pas non plus qu'elle va être totalement définie, terminée. Alors, encore une fois, les questions qu'il faut se poser et auxquelles on n'a pas de réponse, c'est quel est l'objectif final. Certains, par exemple, toujours à l'exemple de la fameuse publication de Safed Mineram, que c'est un accord sur le dollar, un nouveau plaza. Alors, si c'est ça, bon, c'est pas demain, la veille, que l'histoire sera terminée. Hein. Si l'idée, c'est de déprécier le dollar de 30%, bon, on voit bien que c'est pas le 2 avril qu'on saura que ce sera fait. Et puis négocier avec le Japon, c'était relativement simple. Négocier avec la Chine, notamment sur sa monnaie, ça allait autrement moins. Oui, on n'est pas dans un monde de coopération délirante de ce point de vue-là. Et la Chine a la capacité de faire très mal aux États-Unis aussi. C'est quoi le risque macro principal là, pour l'économie américaine en 2025, Michel ? Moi, j'en vois pas, à part celui du commerce extérieur, comme c'était mentionné, un impact fort, hein, des chaînes de valeur, des impacts sur les prix, des chocs. J'en vois pas fondamental. Donc c'est toujours le soft landing. C'est enfin le soft landing, même d'une certaine manière. C'est plutôt le soft landing. L'idée derrière ça, c'est qu'il y a du côté de la politique budgétaire. Alors on parle beaucoup du dodge, des coupes dans la dépense publique, mais en fait, quand on regarde, ça nous semble marginal. On va peut-être parler de quelques dizaines de milliers d'emplois dans la fonction publique qui vont être détruits. Bon, ça fait du bruit. Ça fait pas une récession, quoi. Ça fait pas une récession. Et puis le secteur privé, en tout cas quand je dis secteur privé, les entreprises, alors, leur situation financière moyenne, elle est extrêmement bonne. Et je pense qu'il n'y a pas uniquement les Magnificent Seven. C'est que
Les entreprises ont des taux de marge qui sont extraordinaires, jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc une capacité à absorber quand même les chocs et le ralentissement. Elles sont désendettées, une capacité à absorber les chocs. D'ailleurs, nous, notre économiste, il pense qu'une grosse partie des hausses tarifaires vont être absorbées par les marges des entreprises. Par les entreprises. Ah, ouais. D'accord. Plus que par le consommateur final. Plus que par le consommateur. Plus que par rapidement, il faut qu'on arrête. Non, mais si, tout en allant bien, le risque, c'est que quand même les entreprises investissent beaucoup moins ou que les consommateurs cessent de dépenser, même en ayant une situation financière plutôt positive. L'incertitude, ça coûte en capex. Ça, c'est assez direct. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Anthony Morlet, Lavidali, Rexecode et BSI Economics, Nicolas Chéron, stratégiste boursier indépendant, et Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB.